Eh bien, rebonjour. On va partir sur la troisième et dernière table ronde consacrée à culture pop et lutte des classes pour une sociologie critique des imaginaires subversifs. C'est moi qui ai fait ce titre et vraiment je pense que je suis allé un petit peu trop loin dans le côté France Culture. Mais bon, on fera ça plus abordable que par rapport au titre. Et je m'excuse d'avance pour l'absence totale, intégrale et scandaleuse de parité dans ce plateau. Vraiment, on a tenté de gérer les invites pour avoir un truc paritaire, mais la répartition, ça s'est fait. Voilà. Je suis vraiment désolé. Parce que en vrai, c'est vraiment un truc très important d'arriver à gérer des plateaux paritaires en termes de répartition de temps de parole. Et là, on n'y est pas du tout. Donc, vraiment, les excuses profondes et sincères. Et du coup, Corinne, tu parleras pour trois. Donc je vais commencer par présenter les intervenantes et les intervenants. Donc Corinne, oui j'ai préparé des fiches. Moi j'ai bossé. Donc tu es autrice, essayiste, chroniqueuse et militante éco-socialiste, autrice de fiction pour adultes avec La Sauvagère, excellent roman que je vous conseille d'acheter, que j'ai beaucoup aimé. Et aussi autrice pour enfants avec Là où le feu et l'ours, Libertalia, et avec la sénatrice Marine Schneider, tu as fait Le gang des chevreuils brisés. Et tu as fait 2 essais, du coup, toujours chez les camarades de Libertalia, plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Et alors nous irons trouver la beauté. Ailleurs du coup, pas forcément. Alors nous irons trouver la beauté, pardon. Chez Libertalia. Je suis désolé, c'est la fin de la journée, je suis un peu fatigué. Et tes titres essais sont un petit peu longs. Et à chaque fois, du coup, quand je dois dire plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, à chaque fois, je galère sur l'ordre des mots. Et du coup, c'est toi aussi dans tes essais, qui dans une tribune que tu as publiée dans Libération, qui a fait une phrase, qui a été une des phrases qui est inspiratrice des rencontres qu'on a aujourd'hui, où tu dis « Nous avons besoin d'imaginaire, or cette capacité a été consciemment rabotée et arasée par les techniques de marketing de la dopamine, l'invasion des profits, des écrans et de la publicité. Nous avons besoin de renforts de nature à débrider l'imaginaire et à briser les tabous, capables de nous donner à voir la variété des possibles, de désincarcérer ces futurs inexplorés. » Voilà, donc c'est une des phrases qui a été inspiratrice de l'événement d'aujourd'hui et ce qui nous guide aujourd'hui. Raphaël, tu es un écrivain et essayiste français de science-fiction. Tu as géré la maison d'édition Les Boutons Électriques, qui est un hommage du coup, à Philippe Cadic, évident pour ceux qui aiment l'excellent SF des familles. Donc tu as publié 4 livres là-dedans sur les zombies, le rétrofuturisme, le steampunk et Miyazaki. Le combo est parfait. Et tu as également travaillé sur un ambitieux projet du coup d'Atlas du post-apo, dont les 4 premiers chapitres, les 4 premières parties du coup sont en accès libre sur internet. Je vous conseille d'aller voir ça. Pour Raphaël Caution, Atlas post-apo, vous tombez sur le lien. Et visiblement tu as créé récemment du coup en collectif un lieu, un laboratoire de culture pop, consacré à la culture pop sur Lyon, consacré à ça. Et, le Boss Pop. Voilà. Et puis surtout un nouveau projet, je pense qu'on pourra l'évoquer tout à l'heure, qui s'appelle Rebel Girl Work in Progress, et qui est un projet de référencement de tout ce qui s'est fait en mixte et féminin des années 70 à nos jours dans tout le champ du punk rock. Donc on a une chaîne YouTube, on a tout un travail, on fait des interviews, donc, voilà. Et en fait il y a une grosse passerelle avec la science-fiction qui est mon domaine d'exploration. Pierre Ferrero, tu es illustrateur, tu fais partie des cofondateurs du collectif Arbitraire, de la revue du même nom, qui a reçu un prix, me semble-t-il, à Angoulême à un moment. En 2010, le temps passe. Et tu es, entre autres choses, l'auteur de ce livre, ce roman graphique de cette BD qui s'appelle Cauchemar, dans lequel, du coup, un pétain zombie fusionne avec un Macron télépathe, transformant l'intégralité des flics et des militaires du pays en guerriers cochons. Et c'est devenu tristement d'actualité, hein. Donc on parle de ça parce que vraiment c'est devenu prophétique, c'est terrifiant, mais voilà, on y est quoi. C'est Macron télépathe a fusionné avec pétain zombie. Donc nous parlons de ces questions et de comment tu as eu cette vision. Et Richard, tu es professeur de philosophie, spécialiste de la pop culture, et tu as notamment écrit dans l'édition Zone Sex Friends, comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère numérique,
et Pop Culture, réflexion sur les industries du rêve et l'invention des identités, aux éditions Zone, donc comme je l'ai déjà dit. Donc voilà, donc j'ai préparé différentes questions. Je vais commencer par par Corinne, parce que tu es à côté de moi. Donc dans ta tribune, une tribune qui est parue dans Libération qui s'appelle « Pallier les envies de fuite désordonnée », tu écris « Si les mots ont ce talent, alors ils peuvent, par la magie d'une page tournée, ouvrir des horizons jusqu'ici hermétiquement fermés. Voilà sans doute une des fonctions politiques du roman, nous aider à construire des désertions fécondes. » Est-ce que tu peux revenir sur ce point, et est-ce que selon toi la littérature peut être un outil efficace de lutte? Pourquoi et comment, et quelle est la place de la littérature sur le front de lutte? Bonsoir à vous. Et merci pour ce festival Pop Molotov, à un moment où je crois que c'est vraiment exactement ce dont on avait besoin. Pour revenir sur cette tribune et sur son titre, Pallier les envies de fuite désordonnées, en fait c'est une tribune, c'est un texte que j'ai écrit à un moment donné, mais peut-être je pourrais la réécrire de la même manière aujourd'hui. J'avais vraiment le sentiment qu'on était nombreuses et nombreux à avoir juste envie de se barrer, d'une manière ou d'une autre, de se sortir du réel, de plus être sans arrêt en train de se prendre ce mur-là du monde actuel, de la répression, de la montée de l'extrême droite, etc. Et voilà, c'est le moment aussi où il y avait tous ces mouvements de bifurcation, de jeunes diplômés qui disaient qu'ils ne voulaient pas travailler pour le complexe agro-industriel. Et il y avait un début de discussion, de polémique, de débat sur est-ce que fuir c'est vraiment une stratégie anticapitaliste ou pas, quoi, pour le faire court. Et du coup, voilà, c'était une manière de poser une contribution un peu à ce débat-là, en me disant est-ce qu'on est en capacité en fait d'organiser collectivement nos fuites, quoi, pour reprendre après des termes qui ont été aussi utilisés par d'autres. C'est une des stratégies effectivement possibles. Par contre, si tout le monde fuit dans son coin pour aller cultiver son jardin, naturellement on ne va pas aller très loin en termes de transformation de la société. Donc il y avait d'une part ça, et puis il y avait d'autre part le fait que moi je rentrais en littérature par la fiction à ce moment-là, et que je réfléchissais à la manière dont justement la fiction est un des échappatoires possibles en fait. Une des manières de fuir le réel, parfois, c'est juste d'ouvrir un bon roman et de se laisser embarquer ailleurs, sur une autre planète, ou à une autre époque, ou simplement dans une autre culture, ou simplement de regarder le monde à travers les yeux d'un autre que soi-même, de personnages, et à quel point la fiction, elle avait ce pouvoir-là, en fait, non seulement de nous extraire quand on en a besoin, mais aussi quand on revient de plus regarder le monde exactement de la même manière. Ça opère un petit décadrage, un petit changement de perspective, parce que justement on regarde le monde à travers les yeux des protagonistes. Et donc voilà. Bon, je vais bélayer un peu alors. Mais en gros, je relis la question. Ah oui, alors, est-ce que selon moi, la littérature pourrait être un outil de lutte efficace, pourquoi et comment ? Je vais essayer de rester un peu synthétique sur cette question qui pourrait nous occuper longtemps. Moi, je suis un peu ambivalente par rapport à la question de la fiction comme outil de lutte. Dans le sens où, d'un côté, en fait, ça me gonfle un peu de vouloir mettre sur la fiction, et notamment sur la littérature, tout ce qu'on n'a pas réussi à faire à travers les luttes, le syndicalisme, les élections, les ZAD, comme si tout d'un coup, en fait, on remettait ça sur les épaules des auteurs et autrices de fiction. Ce qui me paraît en fait une illusion à double titre. D'abord parce que je vois pas pourquoi la fiction réussirait là où les luttes échouent. Enfin, il n'y a absolument aucune raison pour ça. Et ensuite parce que justement pour les raisons que je viens d'évoquer, de besoin de s'échapper et tout, en fait moi je tiens beaucoup à ce qu'on continue à avoir de la littérature de divertissement. Alors je sais que c'est généralement
assez mal vu dans les réseaux militants, engagés, etc. Mais moi, depuis 10 jours, là par exemple, je me suis remise à lire des polars que j'achète dans les relais en gare. Parce que en fait, là, en ce moment, ce dont j'ai besoin, c'est de pouvoir avoir 3 heures de lecture où je pose mon cerveau, je pose mon militantisme, mon activisme, mon besoin d'essayer de comprendre et d'analyser ce qui se passe. Et en fait, c'est vraiment des soupapes. Et je crois qu'on a aussi besoin de ces soupapes-là aujourd'hui. Et donc de pouvoir garder une littérature qui n'ait pas d'autre propos que d'offrir ces moments-là. Voilà. Après, évidemment que je pense aussi que ça peut être des outils de lutte, mais attention à pas être dans une injonction à ce que toute création artistique et culturelle soit forcément engagée et porteuse d'un message politique. Je pense que c'est assez dangereux en fait. Tout à fait. Après, je pense que par exemple, du divertissement insurrectionnel, c'est aussi. Je pense que moi, j'avoue, un Marc Lévy insurrectionnel, je serais très preneur. T'as une intrigue amoureuse et à la fin, du coup, il faut de le capitalisme. Pourquoi pas Et depuis à mes côtés, du coup, la question que j'avais pour toi, c'était. Donc, quel est le sentiment pour toi, c'est d'avoir écrit un livre qui est malheureusement, depuis l'annonce de notre hérésie de l'Élysée et devenu tristement réaliste, la possibilité du coup d'avoir vraiment du fascisme là dans pas longtemps. Et ton livre, et au-delà de la question du fascisme qui arrive, etc., ton livre aborde de façon très frontale et de façon burlex, mais voilà, parce que clairement c'est de la série Z assumée, mais ça aborde vraiment la question de un pouvoir fasciste arrive, comment on fait, et tu décris aussi, en fait il y a 2 arcs de narration dans ton roman graphique. T'as celui du coup celui du pouvoir avec voilà, c'est avec Macron Pétain qui fout la merde, les gars, le pouvoir fasciste qui s'impose, et aussi tu suis les luttes du coup des personnages qui sont des personnes racisés des banlieues, des exilés qui sont sur la route, des no-borders, des machins, des anarchistes, et en fait tu suis les deux. Et est-ce que je peux spoiler du coup la fin? Moi je la connais donc. Voilà. Ça me dérange si je spoil la fin? Oh, ok, si vous voulez pas le spoil, du coup bouchez-vous les oreilles. À la fin on gagne. Mais est-ce que c'est pas important pour toi du coup d'avoir cet arc narratif aussi, où tu représenter de façon fictionnelle un jeu narratif où on gagne, où vraiment on montre qu'on peut s'organiser, où on gagne. Toi il y a vraiment ce côté moteur de montrer c'est pas foutu, et reprendre ça par la fiction, pour toi c'est important du coup? Bonsoir déjà. Pour reprendre un petit peu le processus de création de ce bouquin, j'ai commencé à y réfléchir en 2018, donc ça remonte déjà. Moi j'avais quitté Paris à ce moment-là, et entre 2016 et 2018-2019, ça a été des années très très chargées sur un engagement personnel à plein de niveaux, que ce soit les manifs au travail, les violences policières, les réfugiés à Paris, mais aussi à la frontière à Briançon où j'ai grandi, la ZAD, l'explosion de la ZAD en 2018. J'ai eu un engagement personnel très fort là-dedans, et puis j'ai quitté Paname fin 2018. J'arrivais plus à dessiner, et puis j'ai commencé à m'y remettre tout doucement, sans forcément réfléchir à la direction que j'allais prendre, mais je voulais un petit peu purger tout ce que j'avais accumulé au cours de ces années-là. Et je suis parti pour ce bouquin, d'un vieux slogan dont j'ai essayé de retrouver la trace, c'était pas évident. Un slogan, il me semble, c'est mai 68. Pétain revient, t'as oublié tes chiens. Et donc le livre commence, il y a une manif, il y a des manifestants qui commencent à chanter ça. Et en fait, c'est une espèce de mantra qui va aller réveiller Pétain qui sort de sa tombe de l'île-dieu. Il arrive à Paris parce qu'il veut aller à l'Élysée. Il se rend compte qu'en fait l'atmosphère est tout à propos pour mettre en place les idées qu'il avait déjà mis lors du régime de Vichy. Il fusionne avec Macron, donc voilà. Ça c'était l'idée de base. Pour moi c'était hyper potache. Je me suis dit je vais faire 60 pages et puis je vais passer à autre chose. Et puis en fait j'ai ouvert une vanne et j'ai fait un bouquin de 400 pages. Donc après je l'ai un peu plus écrit, je l'ai un peu plus articulé.
Je voulais pas faire un truc militant, je voulais vraiment pas faire une espèce de truc de propagande. J'ai d'autres espaces pour faire ça. Là, je voulais vraiment... en fait, pour moi, c'était l'occasion d'avoir l'espace où je contrôle ce qui se passe à la fin. Donc, t'as spoilé, mais pour moi, il y avait vraiment j'avais déjà la fin quand j'ai commencé à écrire le bouquin, et c'est moi qui décide ce qui se passe. Donc ça, c'est ce qui m'a tenu pour faire tout le livre. Et en fait, le squelette de ce bouquin, en effet, j'ai gardé un truc assez classique, quoi, un truc un peu série Z, où il y a un grand méchant avec plein de super pouvoirs, et en face, il y a des gens qui vont s'organiser pour lutter contre et puis le mettre à bas, en fait. Et très rapidement, instinctivement aussi, il n'y a aucun protagoniste qui se détache, en fait, dans cette petite bande de gens qui s'organisent collectivement. Je m'en suis rendu compte assez vite, et j'ai voulu garder cette espèce de fil de tension où à aucun moment donné il y a un protagoniste qui va prendre le pas, il n'y a pas de leader, il n'y a pas un personnage plus important que l'autre. Je voulais vraiment qu'il y ait l'incarnation d'une espèce de fascisme, de ce couple fascisme-libéralisme qui s'incarne dans l'espèce de monstre que j'ai appelé par la suite Pétro, donc Macron, Pétain Macron. Donc lui, il est personnifié. En face, c'est vraiment une multitude, en fait. C'est plein de gens qui vont s'organiser pour lutter contre ça. Pour revenir à la première question, qu'est-ce que ça fait de voir ce que j'ai imaginé se réaliser, c'est pas très drôle. C'est un truc, en fait, moi, qui m'a travaillé, je pense, dès 2013, à la mort de Clément Méric, où je me suis dit, en fait, là, il y a des jeunes gens qui embrassent de nouveau ces idéaux fascistes et qui le pratiquent avec de la violence de rue. Et en fait, depuis 2013, j'ai vu le truc grandir, et surtout j'ai vu qu'on n'arrivait pas à faire barrage, avec aussi une forte répression sur les mouvements antifascistes et moins sur les mouvements fascistes. Mais j'ai vu le truc avancer. À un moment donné, je me suis dit, c'est mort, en fait. On n'y arrivera pas. Ils vont y arriver à leur truc parce qu'ils veulent la purge, en fait, et ils la veulent tellement qu'ils l'auront. Et donc, en 2018, quand j'ai commencé à faire ce truc-là, je me suis dit, voilà, je sais pas comment ça va tourner. Je sais qu'à un moment donné, je suis quasi sûr qu'ils l'auront, ce pouvoir-là auquel ils s'accrochent tant. Mais moi, ce livre, ça me permettra en tout cas, de décider comment j'aimerais que ça se termine. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Tout à fait. Donc ça fait beaucoup penser, c'est à la fin de ton bouquin, tu beaucoup penser du coup à la fin de Glorious Bastard où Tarantino décide de dire bon ben moi je fais un film où à la fin Hitler il se fait démonter. Alors j'ai beaucoup regardé Tarantino plus jeune, je suis plus trop fan, mais dans le genre revenge movie, un film qui m'a beaucoup marqué récemment c'est Bacurau, un film brésilien. Qui est un peu plus fin, je trouve, et qui fait des renvois à l'histoire du Brésil et aux cangaceiros, qui étaient des bandits sociaux du début 20e, il me semble. Je conseillerais plus ce film-là que Inglourious Bastard, dans l'état d'esprit, en fait, et dans le côté politique, avec des ficelles un peu moins grosses que celles de Tarantino. C'est noté. Question Richard. Avec toi, du coup, j'avais évoqué la question de la mainstreamisation qui a déjà été maintes fois, enfin, ouais, ça a été pas mal abordé depuis le début, mais donc pour moi, selon moi en tous les cas, c'est une force de la pop, et qu'il faut faire un indispensable terrain de lutte, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est en versant dans le mainstream, c'est un truc que j'avais écrit à un moment pour une conférence et en versant dans le mainstream tout ce qu'elle gobe, donc la pop culture, elle rend capitalisto-compatible, le mot est extrêmement complexe à prononcer, donc elle rend compatible au capitalisme tout ce qu'elle englobe, mais aussi elle le normalise et elle en fait un nouveau standard. Et du coup, c'est à nous derrière, comme au front, de balancer encore plus d'idées et de pratiques qui perdront au bout d'un moment leur charge subversive, mais c'est pas grave, on en balancera d'autres, et ainsi de suite. Avec une bonne nouvelle, c'est qu'on n'arrivera jamais à épuisement du stock. Enfin, pour moi, l'idée de la pop culture, c'est aussi de balancer toujours le plus de trucs. Enfin, il y a plein de choses qui, genre dans le cinéma des années 50, ça aurait été des dingueries de le faire. Maintenant, c'est totalement normal. Enfin, c'est avoir des personnages racisés, gays, lesbiennes. Maintenant, voilà. Enfin,
ce que les FAF appellent le wokisme. Bon, enfin, maintenant, dans l'industrie culturelle, c'est normalisé d'avoir des personnages qui sont là-dedans, même si ça, à chaque fois ils sont là, genre, bon Dieu, quelle horreur. Mais, et du coup, à chaque fois, certes, ça perd sa charge subversive, mais en même temps, ça le normalise. Et du coup, toi, en tant que spécialiste de culture, comment tu vis cet aller-retour entre ce qu'on en voit et ce qui devient, du coup, plus subversif, mais qui, du coup, appelle à d'autres subversions? Ouais. La façon dont tu le poses, le problème, c'est aussi c'est presque, comment dire, tu vas pas avoir de réponse qui va te faire plaisir, posé comme ça. Mais à mon avis, il faut l'accepter, c'est-à-dire la pop culture. Tout à l'heure, tu parlais d'un Marc Lévy subversif, ou je sais pas, c'est impossible en fait. Donc, il faut faire une croix sur ce rêve, tu vois. Et en réalité, ce qu'il a défini souvent, c'est que contrairement à la contre-culture, à la pop culture, elle a un ADN commercial. Donc elle va être vendue, elle va être partagée, etc. Et elle ne pourra pas complètement s'immuniser contre sa finalité commerciale quand même. Heureusement, c'est pas parce qu'on vend quelque chose que ça le réduit à être un produit comment dire, de vente. Donc on peut en faire un peu plus. Mais dès le début, ça veut dire que ce sera impur. Tu vois, le combat dont tu parles sera vraiment quelque chose qui supposera des compromissions, qui supposera même peut-être des sacrifices personnels très très durs. Donc, moi c'est ce que je fais souvent marrer quand je vois les histoires des artistes, là, les vrais pop stars, quoi. Les meufs comme les mecs sont complètement calculateurs, opportunistes, froids, etc. Et néanmoins, ils sont présentés comme figures inspirantes pour les jeunes. Mais j'allais dire, c'est vraiment l'hypocrisie nécessaire pour avoir ce truc dont on aime se nourrir. Et moi, en fait, le premier geste, tu vois, insurrectionnel que je ferais, c'est juste, j'essaierais de me passer un petit peu de tous ces trucs qu'on aime regarder. On est un petit peu, comment dire, sous perfusion de ce point de vue-là. Et j'ai passé un hiver de merde un jour, et j'ai décidé d'écouter qu'une seule chanson. Et moi, ça a duré 3 mois, mais c'était cool. Mais c'était c'est un truc de MGMT. C'était When You Die. C'est pas un super hiver, mais voilà. Mais ceci étant, je me dis, ah ouais, c'est vrai que au fond, j'attendais des sorties de séries, j'attendais des sorties d'albums, et je me dis, on est aussi, comment dire, enfin, on fait marcher la machine, évidemment, mais on n'est même pas capable d'atteindre une sorte de niveau de décroissance culturelle tel que on pourrait un peu reprendre le contrôle, quoi. Et sur le fond de la récupération, donc j'ai oublié la question. La question, c'était, est-ce qu'il n'y a pas un impact positif dans le fait qu'en fait, que du coup, des choses qui étaient en fait, le mainstream, c'est aussi à la fois c'est le capitalisme qui va récupérer des choses qui pour nous étaient chères, c'est nos luttes, mais en même temps du coup ça fait chier, mais en même temps du coup ça va être des gamins, des gamines qui vont se reconnaître dans des vraiment, tu vois, une gamine lesbienne maintenant, elle pourra avoir des personnes dans la culture mainstream pour se reconnaître. Bah oui, mais en c'est fait, un côté positif aussi. Non, mais moi j'aime bien que Disney soit déclaré woke par les mecs de l'alt-right américaine. Je trouve pas ça faux, et en fait ça me choque pas que justement Disney refasse des trucs avec des princesses lesbiennes. Moi c'est pas vrai en fait, elles sont pas crypto-lesbiennes, mais des crypto-gays, mais ce qu'ils peuvent pas complètement l'annoncer, donc ce sera très limité. Mais toute cette réécriture, je la trouve nécessaire. Et là, je veux juste parler d'un truc nul, alors qui est sorti, qui est quand même une énorme sortie aux États-Unis, la Vice Versa 2. Et quand tu réfléchis à ce que c'est un film où il n'y a pas de sujet, au sens où il y aurait un personnage qui fait des choix. Parce qu'on rentre dans la tête de la gamine, mais du coup, la gamine ne fait aucun choix, c'est ses émotions qui contrôlent. Et ces émotions elles-mêmes sont juste des forces qui s'entrechoquent, quoi. Donc on a une sorte de film spinoziste un peu chelou, ou je sais pas, façon nouveau roman, quoi. Et mine de rien, et c'est là où c'est un petit peu ce que je voulais dire aussi au sujet de Fifi Brin d'Acier, où tous ces trucs qui sont quand même un peu, disons, qui font avancer les choses, mais qui en même temps sont mainstream, quoi. C'est qu'il y a une séduction. Et Vice Versa 2, ça séduit parce que il y a 2-3 vannes, enfin, je veux dire, j'imagine pour les enfants. Moi, j'ai pas beaucoup ri, mais je veux dire, parce que je suis pas drôle, mais non, c'est vrai, mais sinon, manifestement, c'est beau, etc. Et cette séduction,
c'est toute l'ambiguïté de l'art, hein, je veux dire, ça séduira d'ailleurs probablement aussi bien les fachos que les anards, je veux dire, tu peux séduire tout le monde en fait. Mais c'est un vrai, en fait c'est une industrie de séduction de la pop. Et est-ce que vraiment tu peux garantir la transmission d'un message quand déjà dès le début tu as commencé à séduire, à donner du plaisir, à satisfaire des pulsions qui étaient des pulsions disons inconscientes et un peu sexuelles, ou alors je sais pas, d'ordre complètement masochiste, tu vois, tu garantis pas la transmission d'un message, ça c'est malheureusement assez clair. Parce que la pop est fondamentalement ambiguë, du coup c'est pour ça en fait, enfin, tu lis la pop comme tu veux ou peux la lire. Et c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait autre chose en fait que la pop pour désambiguiser, je sais pas ce que ça veut dire, mais rendre plus clair en fait, et avoir des lectures plus claires ou plus tranchantes, tu vois. Si tu restes dans le monde de la pop, ouais, tu restes dans un monde véritablement ambigu. Et peut-être que de temps en temps on a besoin d'en sortir pour se clarifier soi-même un peu les idées. Mais juste il y a un truc qui était rigolo, alors là il est traduit il n'y a pas longtemps, Mark Fisher qui disait au fond, de temps en temps il y a des productions d'objets qui sont radicalement irrécupérables par le capitalisme, le capital. Et du coup lui alors, il pensait à ce qui était trop bizarre, donc je dirais après il a des... J'ai pas lu le bouquin, mais je connais juste le titre. C'est bizarre et lumineux. Donc voilà, donc il y a des objets qui sont vraiment tellement irreprésentables. Alors tu peux penser à tous les films d'horreur, aux trucs même de Lovecraft, etc. Qu'au fond, là, il n'y a pas de possibilité de vraiment rendre ça mainstream, de le rendre même compréhensible, etc. Et ça, ce serait genre l'ultime résistance au sein même du capitalisme. Voilà. Mais j'ai aucune idée très précise de ce que ça donne. Je suis honnête. Peut-être que... Emparons-nous de l'irreprésentable. Et Raphaël, pour toi, du coup, c'est, tu t'es posé la question de ce coup-là. Tu es là parce que tu es notamment, entre autres spécialiste de post-apo. Et le post-apo, du coup, revient de ouf en ce moment dans l'imaginaire. Enfin, là, il y a la série Fallout qui a adapté d'un jeu vidéo qui se passe... c'est en mode, c'est du rétro fin du monde qui se passe en mode genre comme si la fin du monde nucléaire avait eu lieu, mais après les années 50, enfin voilà. Et The Last of Us a été adapté, ça a bien marché. Je préfère le jeu vidéo, mais voilà. Mais en tous les cas, du coup, le post-apo revient. Tu as fait une vidéo. Logique a fait une vidéo sur ce thème que je vous encourage à la regarder. Basé du coup sur son travail. Oui, parce que moi je suis lyonnais, et Benjamin aussi. Donc nous formons la team Lyon une sorte d'école lyonnaise. La team Nice, la team Lyon, tout le monde est là. Et voilà, mais du coup, par contre, c'est devenu, on va parler de mainstream, c'est le post-apo est devenu une réflexion, un schéma de pensée d'imaginaire mainstream. Et du coup, qu'est-ce que pour toi ça dit de nos sociétés et qu'est-ce que pour toi on peut développer en termes d'imaginaire subversif à partir du post-apo? Et déjà, d'écrire le post-apo, du coup, pour ceux qui ne sont pas au courant de... Beaucoup de choses, mais en fait, je vais pas te répondre. Je vais faire un coup. Non, simplement, on a fait plein de tables aujourd'hui. Toutes les personnes ont abordé des choses super intéressantes. Moi, j'avais plein de choses auxquelles j'aurais eu envie de répondre ou de pouvoir engager une discussion. Donc, en fait, je vais proposer autre chose avant d'arriver à ça. Je vais faire très très bref, je vais vous raconter une histoire. Je le fais jamais, Benjamin est témoin, mais là je vais raconter mon histoire. Parce qu'a été posée la question, à quel titre nous nous adressons. Tout à l'heure, tu as abordé une question par rapport au prolo. Donc là, je vais vous raconter une histoire très brève. J'ai vécu mon enfance en Corrèze, au fin fond de la forêt. J'ai découvert la ville uniquement à partir du lycée. Mes parents étaient des 68ards. Donc oui, je suis un peu ancien, donc j'ai vécu les années 70 tout gamin. Les années 80, j'ai vécu le lycée, j'ai vécu le Front National. J'ai vécu aussi la découverte du punk rock, qui est extrêmement important dans les démarches, dans la conscience, dans ce que ça signifie en fait, comme processus. Après, j'ai fait les beaux-arts. Donc j'ai appris pas grand-chose en réalité, mais j'ai aussi surtout appris à essayer de m'ouvrir au maximum, ce qui est extrêmement important pour la suite. Après, j'ai été objecteur conscience. Donc pour ceux qui savent ou pas, c'est qu'à une époque, on devait faire notre service militaire. Je refuse de porter l'uniforme et une arme, donc j'ai fait une objection de conscience au sein d'une ONG. Ce qui m'a amené aussi à une époque, puisque ça correspondait à l'époque de la guerre en Bosnie, donc 92, 93, 94. Donc c'est un conflit qui m'a extrêmement marqué. Donc là aussi, ça m'a amené à une démarche militante. Cette démarche militante, par la suite,
s'est matérialisé notamment avec un comité Chiapas, auquel on était tout un groupe de Lyonnais. Ce processus-là, à un moment, m'a amené à une chose, c'est que j'ai rencontré un auteur qui est devenu éditeur, donc les Moutons Électriques. Sur cette période-là, j'ai été libraire. Puis après, dans ma vie quotidienne, j'ai été agent technique pour l'Université de Lyon 2 au sein du département psycho. Et aujourd'hui, je suis veilleur de nuit. Ce que je veux juste dire, c'est que mes parents étaient des prolos. Ils ont vécu au fin fond de la forêt, de la campagne. Mais à l'époque, ma seule fenêtre au monde, c'était le petit libraire du coin, du village, il y avait des présentoirs, et donc il y avait des romans de science-fiction, que j'ai lu notamment, ce qui a marqué ma jeunesse. Et à la télévision, il y avait une émission à l'époque qui s'appelait Temps X, et qui était ma fenêtre tous les samedis après-midi sur tout un univers qui m'intéressait. Toute ma vie, donc j'ai en fait cette vie, on va dire, de tout individu, c'est-à-dire qu'on doit travailler, on doit payer ses factures. Tu parlais tout à l'heure de la question du temps. Pendant donc, de mon travail de libraire jusqu'à aujourd'hui veilleur de nuit pour une administration, j'ai réussi à conserver ma racine prolétaire, à ne jamais oublier d'où je viens, parce que j'ai eu une expérience de maison d'édition où on a failli basculer dans un sort de mode un peu plus professionnel, que j'ai abandonné. Qu'aujourd'hui, je travaille, normalement je fais des gardes de 10 heures, j'ai 2 heures de ronde à faire, le reste je fais ce que je veux. Donc j'ai essayé d'avoir une démarche qui était d'arriver à un moment à avoir l'idée que je puisse... Alors j'ai de la chance, je l'avoue, mais j'ai mis 30 ans pour y arriver. Mais j'ai aujourd'hui la chance de me dire que le travail, c'est ce qui me pèse le moins dans mon existence. Et tout le reste de ce que je fais est voué uniquement à une réflexion sur la culture. Donc j'ai une autre vie. Cette autre vie, elle a débuté fin des années 90, quand j'ai rencontré cet auteur, qui est devenu éditeur. Il a créé la maison d'édition Les Moutons Électriques. Il m'a proposé d'écrire. Et il s'avère que moi, qui avais à peine une vingtaine d'années, on me demande de coécrire un livre sur l'histoire de la science-fiction. Donc on l'a fait. J'ai bataillé pendant des mois. J'ai creusé des choses que je connaissais, d'autres choses que je ne connaissais pas. Et à partir de là, il y a eu un processus. Donc on a développé la maison d'édition. C'est dans ce cadre-là qu'on a écrit, coécrit un certain nombre d'ouvrages sur l'histoire de la science-fiction. Sur la figure du zombie, sur des courants comme on appelle le rétrofuturisme. Et je tiens à préciser une chose, le travail qu'on a fait sur l'histoire de la science-fiction, moi j'ai une démarche, et elle est pour moi militante, c'est que quand on a écrit alors il y a eu 2 versions, il y a eu 2 livres, il y a eu une réécriture. Dans la première version, j'ai introduit toute une partie sur la science-fiction japonaise. Parce qu'une des questions, c'est qu'on est en permanence ethnocentré. Et qu'il va falloir à un moment aussi comprendre que l'imaginaire de la science-fiction, elle n'est pas que blanche, elle n'est pas que occidentale, elle est planétaire. Que quand on s'est engagé, nous, sur un autre projet, le Rebel Girl, on a découvert des milliers de groupes depuis les années 70, et ce n'est pas que occidental. Et d'ailleurs, on a préféré commencer, par exemple, par les playlists Asie, Amérique latine, Afrique, faire découvrir autre chose. Parce qu'on est dans un champ aujourd'hui qui est global et que tout se rebondit. Et du coup, j'ai un processus comme ça de production, de réflexion. C'est-à-dire que le premier livre sur lequel j'ai travaillé, c'est Zombie. Et simplement, quand vous travaillez sur un sujet, vous ne travaillez pas que uniquement sous un seul angle, c'est-à-dire par exemple le cinéma. Si vous abordez le sujet, vous l'abordez à travers toutes les formes d'expression, c'est-à-dire le jeu vidéo, la littérature, l'illustration, toutes les formes d'expression. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez prétendre aborder ou réfléchir sur un sujet. Et à partir de ça, c'est une méthode que je n'ai cessé de développer et d'affirmer et de l'afficher parce qu'elle est extrêmement importante. On ne peut pas... Et oui, alors petit exemple, c'est le livre qu'on a fait sur Hayao Miyazaki, qui est une étude de l'œuvre, non pas une histoire de Ghibli, c'est comprendre la dimension universelle et particulière de l'œuvre de Miyazaki. Et simplement, avec mon co-auteur, nous avons tout intégré, c'est-à-dire les films, la série animée, les mangas. On est allé chercher les planches du premier manga d'Hayao Miyazaki, c'est 71, qu'on peut trouver encore sur Internet, mais le livre n'existe plus. On l'a traduit du japonais. Et nous, on peut prétendre avec Gaël comprendre l'œuvre de Miyazaki parce que dès son premier manga, il y a déjà
toute la racine matricielle. Toutes les thématiques sont déjà là. Quand aujourd'hui la plupart des livres traitent de Miyazaki uniquement sous l'angle du cinéma, c'est en fait avoir l'œillère, c'est fermé, c'est en fait éviter d'aborder toute la richesse intégrale de l'œuvre. Et du coup, là encore, d'essayer de comprendre les mécanismes. Parce que oui, moi je suis très attaché, je suis très structurant. Donc, tout le travail que je fais, c'est d'appliquer en fait des notions de carte mentale et de montrer comment les choses fonctionnent. Et du moins d'élaborer des hypothèses à partir d'une démarche purement pragmatique. Bref, quand, avec les moutons électriques, je suis à un moment arrivé en conflit avec cette maison d'édition, avec les personnes à l'intérieur, pour deux raisons vraiment importantes. Un, on a basculé du mode artisanal à un mode un peu plus professionnel. Et à partir de ce moment-là, il y a effectivement des enjeux économiques qui commencent à être pesants, des logiques. Il y a aussi des auteurs qui commencent à être traités de manière différente, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes droits d'auteur. Il y en a certains qui sont mieux payés que d'autres. Donc il y a toute une hiérarchisation qui se met. Donc moi je m'y suis opposé, aussi en tant qu'auteur, j'ai eu un conflit autour du livre sur Miyazaki, parce que l'éditeur à un moment ne veut plus nous payer puisqu'on vend trop de livres. On en a fait 12 000 exemplaires pour celui-là. 12 000 exemplaires, du coup ça m'a permis par exemple de faire l'émission Les Chemins de la Philosophie et de rencontrer Adèle Van Rett. J'ai fait une émission sur Nausicaa, j'en suis super fier parce que c'est une émission qui a été remarquée. Donc j'ai touché un petit peu à cet univers aussi au niveau des auteurs. J'ai rencontré le monde des auteurs un peu plus professionnels et là on est confronté à une question d'ego, c'est insupportable. Et aussi sur une question idéologique. C'est-à-dire qu'à un moment, on travaille dans une maison d'édition où les auteurs se disent défenseurs des littératures des imaginaires, donc science-fiction, fantasy, pour faire en gros, mais d'un point de vue élitiste. C'est-à-dire que tout ce qui se fait en dessous, tout ce qui est considéré plus mièvre, était systématiquement dénoncé ou moqué. La dernière, par exemple, qu'ils nous ont faite, c'est qu'au 1er avril, sur leur post Facebook, ils ont mis une fausse publicité pour la New Romance ou Dark Romance, qui est un nouveau courant littéraire en ce moment, qui est lu par les jeunes femmes, par les jeunes filles, et ils s'en sont moqués. Et il y a une jeune fille, une lectrice qui leur dit en commentaire, mais attendez, j'achète des livres chez vous, et j'aime là aussi cette littérature, et vous vous en moquez. Et bien qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé les commentaires. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, je suis rentré dans une démarche qui est purement autonomiste. C'est-à-dire que les livres que j'ai pu récupérer. Alors là, je réponds par exemple à une des questions qui a été abordée sur la table ronde précédente, c'est que moi, mes droits, je les ai récupérés. À un moment, Miyazaki, comme le livre n'existe plus chez l'éditeur, nous récupérons nos droits. Donc en tant qu'auteur, on peut récupérer mes droits. Et tous les livres qui ont été faits chez les moutons, ils sont épuisés. Actuellement, j'ai récupéré mes droits. Donc je fais ce que je veux de mes textes, désormais. Et simplement, au lieu d'aller faire une démarche de retrouver un éditeur, j'ai effectivement la chance, donc, comme j'ai expliqué, d'avoir un salaire qui me permet juste de payer mes factures, donc de dégager du temps. Ce temps, aujourd'hui, il est conçu pour pouvoir produire des choses. Donc je vais retravailler sur Miyazaki. Il y a donc le projet du post-apo qui m'a pris 8 ans de travail. Parce que le post-apo, en fait, c'est simplement, j'ai référencé tout ce qui s'est fabriqué en littérature, cinéma, jeux, etc., du 19e à nos jours, à travers tous les pays possibles et imaginables. Donc j'ai une base de données d'à peu près 2500, 3000 œuvres originales, ce qui permet à ce moment-là, une fois que ça a été répertorié, de pouvoir engager un travail de réflexion et d'en dégager en fait des propositions théoriques. Donc ça vient vraiment d'une démarche empiriste. Je n'applique pas une théorie par rapport à un corpus. C'est le corpus qui va déterminer en fait ce qui va apparaître. Et les 4 premiers chapitres qui ont été publiés, c'est une synthèse en fait générale. Et la suite du projet, ce sera en fait des coups de projecteur plus précis sur les différentes décennies. Donc du coup, je revendique et j'affirme de plus en plus le fait que nous, prolétaires, parce que je suis un prolétaire du monde des services, parce que je suis à peine à 2000 balles, qu'aujourd'hui avec l'inflation, quand on est une famille à 4, eh ben, c'est un peu chaud. Donc je revendique cet attachement, j'estime, et on peut y arriver. Et que la seule solution aujourd'hui par rapport à toutes les questions qui ont été abordées, c'est qu'on doit accéder à une autonomie de production. Quand Benjamin il évoque son projet, la coopérative, on est dans une logique d'autonomie.
Moi aujourd'hui, j'utilise par exemple, j'ai acheté la suite Adobe. Alors donc, effectivement, je paye à une énorme société de l'argent. Alors j'ai jamais été aussi content de payer un abonnement. Pourquoi? Parce que tous les jours, je peux produire du contenu. Tous les jours, je peux, en fonction des événements, par exemple sur mon compte Insta, balancer, j'emmerde les sociétés traîtres. Parce qu'à un moment, j'utilise des outils qui me permettent de m'exprimer. Et voilà, c'est comme ça, on y va. Mais on produit, on s'exprime. C'est pas bien grave si on utilise quelques outils en fait du système. Idem, on pourrait évoquer la question de Netflix, comme Benjamin l'a fait remarquer. Au départ d'un projet, même quand c'est financé par Netflix, ce sont quand même des gens, ce sont des créateurs. Prenons le cas de Netflix, de Squid Game. Vous l'avez vu? Qui l'a vu ou pas? Alors, donc je vais essayer de ne pas spoiler. Mais le jour où vous allez voir cette œuvre, et pour ceux qui l'ont vu, le dernier épisode, vous avez en fait une partie qui s'appelle Un an après. Maintenant, vous virez en fait ce Un an après. Vous vous arrêtez juste sur le plan qui est le plan noir quand le héros rentre chez lui. Ben putain, vous réfléchissez, c'est une des œuvres les plus nihilistes, les plus noires, du coup, ouais, que j'ai pu voir. Et donc c'est un auteur, c'est un créateur. Et l'œuvre, même si elle disparaît de la plateforme, il y a des gens qui l'ont téléchargée. Donc l'œuvre n'est pas perdue. L'œuvre peut se transmettre. Et en cas d'une dystopie, l'œuvre peut se balader à travers des fichiers, à travers des disquettes, à travers des clés USB et exister. Voilà. Donc voilà. On va ripper ça. Après, je suis très déçu que tu n'aies pas répondu sur Mass sur Hero des Furiosa. On en parlera après. Bah écoute, j'essaierai en 30 secondes de faire Furiosa et Mad Max. Mais du coup, mon stock de questions, du coup, parce que j'ai préparé ça, genre, effondré rapidement hier, donc l'émission est épuisée. Mais je pense que ce serait intéressant pour conclure cette journée qui a été assez intense au niveau intellect et en plus en lendemain de fête de la musique, donc d'autant plus intense en termes de possibilité de s'investir dans des choses qui sont liées à l'intellect. C'est genre comment développer des imaginaires subversifs, par quels moyens, quelles sont les possibilités en fait. Je pense que ce serait bien peut-être de conclure cette journée de rencontre sur, de façon très concrète, comment on peut développer des images subversives qui aient un impact concret sur la vie des gens qui nous entourent et sur les prolos, quoi. Enfin, clairement, qui est clairement le premier cercle de considération qui nous concernait. Enfin, c'est comment on peut faire pour qu'on puisse développer des imaginaires subversifs qui ne soient pas chiants en mode militant, en mode genre je fais un tract et je dis ça en roman, je dis ça en film. Voilà comment on peut développer ça. Donc, je vais prêter le micro à chacune de vous pour développer cette réflexion. Bon, déjà, franchement, si on savait, on n'en serait pas là. Ensuite, moi, ce qui me dérange un peu, en fait, avec cette idée de développer de nouveaux imaginaires, c'est qu'à un moment donné, en fait, même si on y arrive, et je pense qu'on y arrive dans une certaine mesure, c'est pas des imaginaires qui sont aujourd'hui majoritaires dans la société, mais si je regarde où on était il y a 15 ans, où on est aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui se sont développées, et notamment il y a vraiment l'émergence d'une culture commune, une émergence ou une réémergence de culture commune dans des réseaux anards, libertaires, autonomes, activistes, qu'on n'avait pas il y a 5 ans encore, avec des références communes, et y compris des références qui sont justement issues de la culture pop, etc. Donc, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à se focaliser sur les imaginaires, comme tout à l'heure, quand on parlait des risques de récupération et de se dire, bah oui, mais en fait, même si c'est sur Netflix ou sur Amazon Prime, ça peut quand même semer des graines, faire bouger, sensibiliser et tout. Certes, mais en fait, une fois qu'on a sensibilisé les gens, une fois qu'on leur a collé un autre imaginaire dans la tête, si c'est pour les laisser dans le système pourri dans lequel on est aujourd'hui, en fait, on génère juste davantage de frustration et pas forcément beaucoup plus d'action collective. Et du coup, peut-être que moi, j'aimerais bien conclure là-dessus. Je ne sais pas si c'est hyper concret, mais en tout cas, moi, c'est vraiment un outil qui m'aide quotidiennement à me repérer et à ne pas me perdre en route.
c'est un outil qu'on utilise beaucoup en éducation populaire, qui est l'idée du trépied en fait de la transformation sociale, qui dit en gros, si on veut vraiment transformer en profondeur une société, on a besoin de s'appuyer sur 3 pieds. Il y a un pied qui concerne effectivement la bataille culturelle, et la bataille culturelle, c'est notamment les nouveaux imaginaires, pas que, c'est aussi faire en sorte d'avoir des images associées à des mouvements sociaux, à des gilets jaunes ou à des ZAD, qui ne soient pas uniquement des images d'éco-terroristes avec des boules de pétanque et des clous plantés dedans. Donc il y a ce pied de la bataille culturelle, et moi je suis intimement convaincue qu'il est hyper important. Mais en fait, si on n'a pas les 2 autres pieds actionnés simultanément, ça génère pas grand-chose. Et les 2 autres pieds, c'est celui de la résistance, et de la résistance y compris physique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'interpose en fait par rapport aux forces de destruction, par rapport aux bulldozers, par rapport aux engins de chantier qui veulent transformer les terres agricoles justement en centre Amazon. Enfin, désolé d'y revenir, mais moi ça me pose quand même un vrai souci. Et puis le 3e, c'est celui des alternatives, où moi j'aime bien parler plutôt de préfiguratif, c'est-à-dire de tout ce qui, ici et maintenant, sans attendre une hypothétique prise du pouvoir ou je sais pas, d'une espèce d'épidémie de conscience qui arriverait par je ne sais quelle magie, qui, ici et maintenant, font la démonstration que c'est possible de vivre autrement, en fait. Voilà, moi j'ai vu qu'il y avait un chiffon sur les tiers-lieux, donc je vais pas dire tiers-lieux, mais c'est des fermes collectives, c'est des ZAD, c'est des squats, c'est des endroits où, des communautés longomailles, c'est des endroits où on s'entraîne, on s'exerce à vivre, soit sans argent, soit sans chef, à prendre des décisions autrement, etc. Et je crois que c'est vraiment important d'avoir en tête ces 3 pieds-là, parce qu'en fait, si on n'a que le pied des alternatives, en fait, c'est ce qu'on vit depuis les années 70. Moi, je vis dans la Drôme, en Drôme-Ardèche, des alternatives, on n'en manque pas, mais en fait, sauf que ça n'a pas du tout perturbé le système, que le fait d'avoir des alternatives en matière d'alimentaire, par exemple, de production alimentaire, ça n'a pas du tout empêché la grande distribution de continuer à s'étendre, ni le complexe agro-industriel de continuer à se développer. Voilà, on a vraiment, voilà, de la même manière que si on n'a que des luttes de résistance en fait et de la répression en face, si on n'a pas de la bataille culturelle qui les rende acceptables, voire désirables auprès d'une majorité de l'opinion, et si on n'a pas du préfiguratif qui montre que ça peut s'étendre et que ça peut devenir une autre manière de s'organiser, on va juste se cramer en fait. Donc vraiment, voilà, le fait de réfléchir avec ces 3 leviers et de voir comment est-ce qu'on les actionne de manière simultanée et surtout de manière coordonnée, parce que tout le monde ne peut pas être en permanence sur les 3, mais ça peut tourner, ça peut être, voilà, on est aussi dans des périodes de vie plus portées sur peut-être l'un ou l'autre de ses pieds, mais en tout cas, je trouve que, voilà, moi, je trouve que c'est une grille qui est assez intéressante, et qui est très concrète pour le coup, dès lors qu'on commence à prendre des exemples, et qui remet les choses à leur juste place, notamment sur la question justement des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires, etc. Bien. Je vais juste m'appuyer sur mon bouquin. Moi, ce que j'ai essayé de faire à ma modeste mesure, c'est casser ce truc du héros ou de la héroïne, enfin de maintenir un récit avec un personnage principal. Donc c'est déjà proposé dans ce livre-là une organisation collective. Après, il y a aussi un truc que l'extrême droite a réussi à faire ces dernières années, c'est justement arriver à fond sur le champ de la bataille culturelle. Je pense qu'ils ont réussi. Je prends juste l'exemple d'un type comme Papacito, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un influenceur d'extrême droite, qui lui a vraiment, ces dernières années, il a vraiment tiré, je vais prendre un terme à la mode, la fenêtre d'Overton, ou d'Oberton, si vous connaissez cet écrivain d'extrême droite aussi. En fait, ils ont vraiment tiré l'imaginaire, leur radicalité, ils l'ont tiré très 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 loin, et ils nous ont poussé en fait à essayer de raccrocher les wagons. Et moi, l'idée, c'est aussi de me dire des fois en fait de proposer dans l'image, parce que c'est ce que je travaille. C'est aussi de tirer
un petit peu de l'autre côté, et puis des fois de ne pas avoir peur de mettre en image de la violence ou des choses plutôt radicales, en fait, pour pas forcément ouvrir une fenêtre, mais la péter, quoi. Donc voilà. Pour le reste, après, moi, je reste très attaché à mettre en pratique ce que je décris dans le livre, mais ça, c'est plus de l'ordre du personnel et à des niveaux tout petits, quoi. Donc, ouais. J'habite dans une toute petite ville en Corrèze et j'essaye à un petit niveau de faire des choses qui se mettent en place, mais je suis très pessimiste, très nihiliste. J'ai du mal à imaginer des choses massives ou une espèce de conscientisation comme ça des masses. C'est pas des trucs qui me parlent trop, quoi. Donc après, moi, c'est dans ma pratique personnelle, dans un réseau qui est assez restreint, que voilà, on se pose ces questions de comment on résiste avec l'esprit, mais aussi avec le corps, qu'est-ce qu'on met en place pour justement aller vers, je sais pas ce qu'on pourrait appeler des horizons désirables ou un monde différent, quoi. Un monde différent, quoi. Et donc après, voilà, poser des questions réellement se poser des questions que d'aucuns pourraient dire utopistes ou idéalistes ou je sais pas quoi, mais vraiment de remettre en question la hiérarchie, le fric, le travail, enfin vraiment que ce soit pas une espèce de rêve dont on discute autour d'une table à 23h avec une bière, quoi. C'est vraiment des choses qui puissent être discutées et envisagées, quoi. Voilà. Alors, je vais faire un peu comme ce que tu as fait. J'ai donné 3 points. Je me dis, il y a un point qui est un peu désagréable mais qui est utile. C'est qu'il faut séduire. Je viens un peu là-dessus, mais c'est-à-dire, il ne faut pas juste parler à ceux qui, disons, pensent la même chose que nous. En réalité, je me souviens d'un pote qui disait BFM, c'est drôle, mais c'est news, donc les fachos, c'est plus drôle parce qu'il se passe à chaque fois des trucs et ils savent mener un récit, quoi. Et c'est sûr qu'il faut pouvoir continuer à parler à ceux qui, disons, sont de centre droit et qu'il faut leur vendre un monde qui soit un monde, en fait, séduisant. Et donc, c'est des compromissions. Alors, c'est pas moi qui le ferai, c'est plutôt Taylor Swift. Mais voilà, il faut... En fait, il y a des figures comme ça qui sont des figures un petit peu d'entre-deux, donc réellement impures, mais qui probablement sont utiles à un point qu'on n'imagine pas. Il y a un autre point, je crois que c'est vraiment qu'il faut se connaître un peu, pour pas complètement, disons, se laisser manipuler. Alors là, c'est un peu complotiste, hein, mais disons qu'il y a cette idée quand même qu'on a un cerveau, on a des désirs, on a des aspirations, et ceux qui produisent ces contenus, pour eux, ils le savent pertinemment. Ils savent comment on fonctionne. Donc il faut se connaître autant que eux nous connaissent, quoi. Et donc ça, on le voit très bien avec tous les algorithmes qui nous entourent, mais on ne peut pas arriver naïf, en fait, on ne peut plus être complètement naïf de ce point de vue-là. Et le dernier point, mais ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement moi j'aime bien l'idée de continuer à faire des récits minoritaires encore et encore et encore, et d'enfoncer bien profondément le clou du woke. Je ne vois pas pourquoi ce serait inintéressant. D'abord c'est intéressant souvent, et puis il y a plein de choses qui restent à faire, et c'est probablement de cette façon-là qu'on fait exploser un récit majoritaire. C'est qu'on arrive à les diffracter systématiquement en voix qui sont des voix minoritaires. Juste 2 points. Alors un postulat de base, c'est que faudrait peut-être pas oublier, c'est que être à gauche, c'est être automatiquement minoritaire. Sinon l'histoire nous aurait montré qu'il y aurait eu des réalisations, citons la Commune, citons Macron, citons un certain nombre de choses. Non, juste le premier point. Alors le premier point, c'est juste en fait, je rejoins là encore Benjamin. C'est que j'appartiens à un rapport réaliste par rapport à l'avenir. Donc là, l'avenir, il est au rouge, totalement. Donc pour moi, la seule question actuelle aujourd'hui, qui devrait tous nous concerner, au-delà de nos divergences politiques, au-delà même de nos affinités, c'est l'urgence climatique. Parce que l'urgence climatique, elle nous concerne tous. Et on ne pourra pas y échapper. Même les riches dans leur bon cœur ne pourront pas y échapper. Donc pour moi, aujourd'hui, un imaginaire pas subversif, mais un imaginaire militant doit mettre au cœur du problème l'urgence climatique. Elle nous concerne. Je suis désolé, mais là aujourd'hui, il y a eu 1000 morts à la Mecque de chaleur.
L'Inde, elle est à plus de 40 degrés depuis un mois. Il y a eu plus de 150 morts au Mexique. Là, l'Italie est en train de se prendre une vague de chaleur comme pas permis. La Grèce, il y a eu des morts. C'est une réalité. Alors, effectivement, on est dans une charnière politique chez nous qui est très délicate, on va dire politiquement, mais on doit, en termes d'imaginaire pour moi, le cheval de bataille, c'est l'urgence climatique. Et donc ça revient à la thématique autour de que ce que nous propose le post-apo, justement, comme réflexion autour de ça. Après, le deuxième point pour finir, c'est simplement de dire qu'aujourd'hui, je ne parle pas forcément d'imaginaire subversif, mais le militantisme, l'imaginaire militant, c'est-à-dire qui va se battre pour les droits LGBT et autres, pour les droits des minorités, pour le droit à une société qui soit mixte, le droit d'une société qui soit diversifiée, qui soit riche de tout ce qu'elle est, et ben il faut en fait s'appuyer aussi sur l'ensemble de tout ce qui se produit comme réseau social, comme production. Benjamin appartient à une génération de youtubeurs. Mon plus jeune fils est en train de se lancer à vouloir créer sa chaîne de YouTube d'information, extrêmement à gauche évidemment. Mais voilà, c'est aussi ça, c'est de cette manière-là, il faut aussi s'emparer de tout ce qu'on peut avoir. Un réseau même comme Instagram, que j'ai découvert récemment sur le projet Rebel Girl, c'est incroyable de pouvoir se connecter avec des gens qui sont en Asie, avec des gens qui sont en Amérique latine, et qui au final, on parle tous le même langage. Par exemple, dans le rock punk, je vous conseillerais une chanson, La Strata Punk, c'est un groupe péruvien, No Futuro. Quand vous écoutez, vous lisez le texte de la chanson, c'est la science-fiction. Nous parlons tous le même langage. Et donc la force, c'est aujourd'hui, c'est pas d'imaginer ce que sera demain de manière sympa, c'est de le faire maintenant. Et alors, j'ai vraiment travaillé toute ma vie sur les imaginaires. L'imaginaire n'a quasiment aucune, incidence sur le réel. Alors en même temps, j'ai des exemples pendant la guerre froide qui disent le contraire. Mais globalement, depuis les années 70, les auteurs de science-fiction nous disent que la planète va cramer. Eh bien, il ne s'est rien passé. On a continué. Donc, aujourd'hui, l'utopie, aujourd'hui, le fait de vivre de manière autonome, c'est ce que nous faisons là. C'est le fait de pouvoir aller avec un concert de punk. C'est pouvoir aller rencontrer des gens qui font du rap et de pouvoir tous se connecter. Parce qu'on parle tous le même discours. Et on utilise tous tout un ensemble de forces, d'images, de représentations de différentes cultures et on va les fusionner. On les transforme. Il y a l'électropunk, il y a du rap punk, il y a plein de choses. Et il faut juste prendre la conscience que nous devons à un moment dépasser toutes nos contradictions. Il y a des anards. Moi, je suis vraiment un pur anard. Il y a des marxistes, il y a tout. Et bien, sauf, on a tous les mêmes idéaux. On a tous envie de vivre tranquille. Et bien, faisons-le. Mais faisons-le maintenant. Et même si ça dure juste 1 an, 3 ans, 10 ans, c'est pas bien grave parce qu'on l'aura fait. Et pour juste conclure vite fait en 3 lignes, je vous conseille un livre qui s'appelle Après le monde, de Antoinette Richner, qui est une autrice suisse. Et ce bouquin est vraiment, pour moi, un peu la synthèse de ce que je voudrais conclure. C'est que ce roman, en fait, se passe 10 ans après l'effondrement du monde. Il y a eu une catastrophe naturelle, puis l'économie s'est effondrée. Et l'autrice va nous raconter des utopies, mais vraiment physiques, matérielles, et elle nous les décrit. Et moi, j'étais un peu sceptique par rapport à cette vision problème d'urgence climatique. Mais elle décrit pendant à peu près les 2/3 du roman l'existence de ces communautés. Sauf que l'autrice, et c'est là où elle renverse complètement la table à la fin, c'est qu'elle intègre l'urgence climatique, et en fait, toutes ces utopies sont mortes. Et à la fin, on est dans du pur Mad Max, en conclusion. Mais c'est pas grave, je me suis dit, mais oui, mais voilà le truc. C'est qu'elle nous a quand même parlé d'utopie. Sauf que cette utopie qu'elle nous décrit en disant, faisons-le maintenant. Et même si on subit le système capitaliste de toutes les manières, aujourd'hui, c'est un exemple de quelque chose qu'on peut faire à part. Aller dans des concerts, aller dans des lieux culturels, aller rencontrer les gens. Moi qui suis un ancien, le fait de revenir par exemple dans le milieu punk, même aussi à travers le festival des Intergalactiques, un super festival SF au Conseil, ça m'a amené par exemple, moi de ma génération, à me confronter aux réalités de plus jeunes générations. Et donc des problématiques de genre par exemple, auxquelles j'y pensais pas. Même si, on défend le féminisme, on défend la place de la femme. Et du coup, c'est cette richesse-là aussi. C'est qu'elle n'est pas uniquement à travers les générations abstraites, il faut aussi qu'on travaille de manière pour là-dessus.
et que nous partageons à travers différents âges et expériences, et on en parle et on les associe. Et là, je ne peux plus parler parce que j'ai plus d'eau. Voilà. Ben merci pour tout ça. Juste là, c'est juste, j'aimerais, je vais pas te contredire, mais tu disais en fait les imaginaires n'ont aucun impact. Je pense que si. Pour moi, je pense que les imaginaires sont performatifs. Et moi, j'aimerais conclure du coup, sur le travail notamment que fait Michael Roche, qui est un auteur de SF, qui a notamment publié Témaouon, qui est un excellent bouquin de SF afrofuturiste, qui décrit du coup un monde où il n'y a aucune différenciation de race entre guillemets, il y a plein d'autres problèmes, mais cette zone n'existe pas. En fait, lui quand il parle de ça, il dit mais en fait moi j'ai préféré faire ça parce qu'en fait je me suis rendu compte que beaucoup de choses qui étaient dans la SF des années 60 sont devenues vraies. Donc oui, il y a des choses qui peuvent être performatives, donc pourquoi ne pas écrire des imaginaires qui potentiellement eux aussi vont devenir vrais, donc écrivons ces imaginaires, et potentiellement dans 30-40 ans ils sont vrais, parce que des choses délirantes de SF, mais de merde des années 50 sont devenues tristement réelles. Peut-être que des choses merveilleuses de SF d'aujourd'hui écrites vont devenir magiquement réelles dans 30 ans, donc voilà, l'imaginaire peut être performatif, et je pense qu'il faut qu'on s'accroche à ça aussi. Et qu'on aille aussi cramer des trucs de temps en temps quand même. Ben, merci à tous et du coup c'est la fin des tables rondes, merci beaucoup et on va vous laisser après avec un concert, comme vous avez entendu il y a les balances qui sont en train d'avoir lieu, avec 2 concerts de rap, ça va être cool, avec l'inconsolable, Irascible et son beatmaker. Et encore merci beaucoup, et le bar est juste là, la librairie est juste là, l'espace fanzine est juste là, et le fun est absolument... Pardon, il n'est pas ici, il n'est pas dans ton œil, désolé. Le fun est tout partout. Merci à tous d'être venus.